Notre invitée, c'est Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie. Bonjour. Bonjour. Avec des bons résultats, qu'ont surpris d'ailleurs certains analystes financiers, certains investisseurs, parce que le chiffre d'affaires baisse, c'est normal, le prix du gaz baisse, de 12%, mais votre résultat net, votre bénéfice net non récurrent, il est de 5 milliards d'euros. Bon résultat dans un marché du gaz qui représente encore 60% de votre activité qui baisse. Comment vous avez fait ? Alors, peut-être utile de rappeler que nous ne produisons pas de gaz. Donc, en fait, l'exposition d'Engie au prix du gaz, elle n'est pas extrêmement importante. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est effectivement les prix de l'électricité qui ont baissé, qui sont en train de baisser, mais qui ont été quand même assez élevés l'année dernière, je vous le rappelle, et donc qui ont effectivement soutenu en partie les bons résultats d'Engie. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats d'Engie, ils sont faits également du résultat des investissements que nous avons faits dans nos activités, notamment dans les activités renouvelables. Et donc, c'est pour ça que nous sommes effectivement très contents de nos résultats, et notamment dans les renouvelables, puisque maintenant, les bénéfices des renouvelables correspondent à peu près à 20% des bénéfices totaux d'Engie. Donc, les investissements donnent les résultats et c'est formidable. Il y a le renouvelable, évidemment, on va y revenir longuement. Et puis, il y a les activités de trading. Ça fait désormais un tiers des activités de votre groupe. Certains syndicats disent que vous êtes désormais un groupe de finance plus qu'un groupe d'énergie. C'est justifié ou pas comme accusation ? C'est très réducteur de parler de notre activité de GEMS comme activité de trading. C'est vraiment très réducteur parce qu'en fait, GEMS, c'est à peu près 3500 collaborateurs qui travaillent tous les jours pour en fait équilibrer les moyens de production qui sont de plus en plus divers, de plus en plus volatiles, vous l'avez remarqué notamment avec les renouvelables, et équilibrer ces moyens de production avec la demande des clients qui, elle aussi, est en changement et en transformation constante. En fait, il y a énormément d'activités commerciales au sein de GEMS qui servent nos clients qui ont des besoins d'acheter de l'énergie. Donc c'est du pilotage en fait. On vend de l'énergie. Donc on achète de l'énergie sur les marchés, on achète de l'énergie en interne puisque nous sommes également producteurs d'énergie et nous les vendons à nos clients avec parfois des produits assez sophistiqués puisqu'il faut essayer de matcher au plus fin la demande du client avec la production. C'est une activité qui va augmenter chez vous, qui est destinée à avoir plus de poids. C'est pas une critique d'avoir un tiers de c'est une activité complètement centrale. Elle est centrale car elle est au cœur de notre modèle intégré qui consiste en fait à construire le système énergétique de demain avec toutes les briques, les renouvelables, les moyens flexibles, les moyens pilotables. Et c'est l'intégration de ces moyens de production avec une partie d'achat sur les marchés qui permet de transformer en un produit dont les clients ont besoin. Avant de parler des renouvelables, est-ce que c'est pas une activité un petit peu, pour le coup, aléatoire ? Parce que vos équipes ont très bien travaillé. Elles ont produit 40% des profits grâce justement à cette activité, mais elles auraient pu se planter, elles auraient pu faire les mauvais choix, les mauvais calculs. Mais c'est pas que du calcul, il y a vraiment des contrats que l'on signe avec nos clients et donc qui inscrivent une grande partie de ces chiffres sur le long terme, en fait. dans la pérennité. D'ailleurs, on a annoncé hier que avec des conditions de marché très différentes de celles qu'on a connues ces 2 dernières années, cette activité générait environ 1,5 milliard d'euros de manière assez pérenne en fait. Donc il y a effectivement une exposition au prix du marché et ça c'est vrai pour Engie en général, mais ce qui est très important pour nous, c'est de nous assurer que nous avons suffisamment de contrats et d'expositions donc pérennes qui nous permettent d'envisager effectivement 1,5 milliard de résultats pour GEMS. Et à partir de 2026, donc on a pointé, fléché pour un 4 milliards de résultats nets pour Engie. Et j'allais dire, quelles que soient les conditions du marché, en tout cas, aujourd'hui, c'est la vue que l'on a prise. Sur la question du mix énergétique, aujourd'hui, concrètement, quelle est la répartition ? Vous vous désengagez du charbon au fur et à mesure, bientôt, j'imagine, pour être au niveau zéro. Le renouvelable, c'est quelle part ? Le gaz, c'est quelle part ? Alors aujourd'hui, on a 41% de la production d'électricité qui provient des renouvelables chez Engie. Donc c'est en augmentation constante. On a un objectif d'être à 58% à 2030 et honnêtement, on est en bonne voie. En fait, dans les renouvelables, en 2021, on s'était donné des objectifs d'être à 50 gigawatts en 2025, 80 gigawatts en 2030. Et en fait, aujourd'hui, on est parfaitement en ligne avec ces objectifs. Donc, grande fierté aussi de se dire qu'il y a 3 ans, on s'était fixé des objectifs. On avait dit que maintenant, dans cette période-là, on sera à 4 gigawatts de renouvelables additionnels par an. L'année dernière, on a mis en service 3,9.
Donc on est complètement en ligne avec nos objectifs. Et là-dedans, solaire et éolienne, pardon, juste, c'est quelle répartition? Alors ça dépend, honnêtement ça dépend des années. Aujourd'hui on est plutôt un peu plus solaire, donc ça dépend. Aujourd'hui notre portefeuille de projets est un peu plus solaire. On a également de l'éolien terrestre et de l'éolien en mer. Donc je crois que de mémoire c'est à peu près 40 et le reste 30 et 30. Vous dites 40 renouvelables, 60 gaz pour la production d'électricité, mais vous vendez aussi du gaz pour juste consommer du gaz. Donc alors on vend du gaz et on achète du gaz, mais on ne produit pas de gaz naturel. C'est la production qui vous intéresse. Voilà, donc la production est vraiment importante. En revanche, on produit du biométhane, puisque comme vous savez, nous, la stratégie d'Engie, c'est bien de garder une molécule dans le système énergétique de demain, mais cette molécule, aujourd'hui, c'est du gaz naturel, elle sera remplacée par du gaz vert. Alors justement, sur les renouvelables, parce que vous avez donné un chiffre intéressant, vous avez donc 40%, c'est la part du renouvelable dans ce qu'on produit en électricité, et vous avez dit que c'était 20% tout à l'heure de votre profitabilité, de vos marges. Ça veut dire qu'on a encore du retard à combler pour rendre le renouvelable aussi profitable que le non renouvelable. Est-ce que ça ne va pas se compliquer encore plus avec la hausse des coûts pour l'éolien, des choses comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même sur la profitabilité de cette activité de renouvelable? Alors, en fait, c'est assez paradoxal, mais aujourd'hui, si vous regardez les résultats d'Engie, FlexGen, la profitabilité FlexGen est en fait inférieure à celle de notre activité renouvelable. Donc, vraiment, ça dépend beaucoup de la manière dont on le regarde. Donc, non, on est aujourd'hui très, très content de la profitabilité des renouvelables. Après, vous avez raison que c'est un secteur assez concurrentiel qui a connu des difficultés, notamment, vous avez pu voir certains des acteurs dans l'éolien offshore sur des projets qui sont très, très longs, en fait. Et quand les projets sont très longs, parfois, les facteurs très importants de profitabilité changent. Par exemple, les taux d'intérêt ou l'inflation. Et donc, si vous n'avez pas une bonne indexation dans vos contrats, vous pouvez vous retrouver dans des conditions économiques très différentes de celles envisagées initialement. Est-ce que c'était votre cas sur certains projets ou pas? Alors, en général, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. On avait des contrats indexés. Par exemple, ici en France, les projets Île-Dieu-Noirmoutier, sur lesquels on va commencer la construction aujourd'hui, avaient une indexation. Donc, on a été protégé dans une certaine mesure. Dans d'autres cas, il faut aller renégocier. En fait, avec notre contrepartie, quand on a un contrat et qui tout à coup... Certains acteurs décident de partir, carrément, et de dire je laisse tomber, Et parfois, vous devez effectivement dire ce contrat qui était bon avant ne marche plus. Et on a réussi avec nos clients, parfois, quand nous nous sommes retrouvés dans cette situation, en général, à renégocier. Et c'est très important. Alors, vos deux principaux concurrents en France, EDF et Total Energy, ont l'air de s'entendre comme larron en foire. Ils sont en train de négocier sur le long terme des contrats de fourniture d'électricité nucléaire sur le long terme à Total Energy. Patrick Pouyanné nous a d'ailleurs dit qu'il était prêt, pourquoi pas investir un peu dans les projets d'EDF. Ça avait l'air de vous agacer un petit peu. Vous avez l'impression que vous êtes en train de vous faire marginaliser ou pas? Ah non, pas du tout. Alors d'abord, de très bonnes relations avec EDF. On est d'ailleurs en discussion avec EDF pour effectivement s'assurer que les produits qui vont être mis en vente post-ARENH par EDF correspondent aux besoins des fournisseurs alternatifs, dont Engie, mais nous sommes loin d'être les seuls. Vous voulez négocier avec EDF des contrats à long terme? On y discute. Alors, contrat à long terme, pas forcément aujourd'hui, simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, nous avons déjà, nous, une exposition au nucléaire, à la fois avec notre présence en Belgique, mais également nous avons des droits de tirage en France qui nous donnent en fait un accès petit, certes, à une partie de la production nucléaire. Donc aujourd'hui, pas tellement... pas une priorité pour nous d'étendre cette exposition sur le nucléaire. En revanche, bien sûr, s'assurer que les produits qui vont être commercialisés par EDF correspondent aux besoins de nos clients, afin qu'on puisse continuer à se sourcer et à servir nos clients. Ça, c'est très important. C'est-à-dire pas trop cher? Oui, parce que vous avez une bonne relation avec EDF, mais vous étiez ému quand même au moment de la fixation des prix et de ces débats, du prix qui était trop élevé pour EDF et qui était favorable au développement futur d'EDF. Alors non, c'était pas du tout une question de prix, c'était une question de s'assurer que les règles de la concurrence seraient appliquées et que les produits et les liquidités, notamment sur les marchés, soient bien mises à la disposition des fournisseurs alternatifs. Et c'est vraiment le sens des discussions que nous avons avec EDF. Qu'elles ne soient pas accaparées par vos concurrents, quelque part. Non, qu'elles soient mises sur le marché. Avec les bonnes spécificités, parce qu'il s'agit, c'est pas juste les volumes, c'est le type de volume, et c'est les discussions que j'ai moi-même directement avec le PDG d'EDF, discussions très constructives, et j'espère qu'elles vont aboutir. Sur le nucléaire, pas de regret de ne pas être présent en France. On va pas refaire l'histoire à l'envers. On était avec Gérard Mestralet cette semaine. Vous n'avez pas de présence nucléaire en France. Vous vous retirez de la Belgique. Nous, désormais, on parle quand même beaucoup de ça. Notre retour dans le nucléaire.
c'est pas un regret. Alors nous, on a fait des choix forts. Moi, je pense qu'une entreprise peut pas tout faire. Je pense que le nucléaire est une activité évidemment très importante pour la France et sera une source d'énergie très importante pour la France, mais très compliqué pour un acteur privé. Je pense que les discussions que j'ai eues avec le gouvernement belge autour de notre désengagement du nucléaire, qui était une décision de la Belgique, a montré qu'en fait, il y a des sujets, par exemple, de passifs liés aux déchets nucléaires, qui sont extrêmement compliqués pour un acteur privé, et donc plutôt un fait souverain, je dirais, et donc très, au contraire, heureuse des choix que nous avons faits. Nous avons énormément de travail à faire sur les énergies renouvelables, sur les actifs flexibles, sur le stockage d'énergie. On n'a pas beaucoup parlé des batteries, mais on a fait des gros investissements l'année dernière aux États-Unis, notamment sur les batteries, donc pour stocker l'énergie, parce que les renouvelables c'est bien, mais si vous stockez pas, c'est intermittent. Donc il faut évidemment compléter ça avec des actifs flexibles. Et donc aujourd'hui, franchement, on a une feuille de route qui nous permet d'avoir suffisamment de projets extrêmement importants, intéressants, et on a beaucoup à faire. Alors le gouvernement prépare une nouvelle loi, encore une de plus, sur les renouvelables. C'est le moment de faire votre liste de courses. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faciliter encore davantage le développement et l'investissement dans les énergies renouvelables, dans l'éolien, dans le photovoltaïque en France? De quoi vous avez besoin comme souplesse? L'heure est à la réduction des contraintes administratives. Alors allez-y, vous pouvez y aller. Alors déjà, moi je voudrais quand même souligner le fait que la politique énergétique française campée sur deux jambes, nucléaire et renouvelable, c'est très important. Et c'est très important de réaffirmer ça. Ça a été effectivement dit à Belfort en février 2022 par le président de la République. Et là, le nouveau ministre de l'énergie, Roland Lescure notamment, l'a réaffirmé avec force. Et ça, je trouve que c'est très très bien, parce qu'on va avoir vraiment besoin de ces deux jambes. Donc ça, c'est formidable. Ensuite, la deuxième chose, c'est effectivement affirmer des objectifs ambitieux. Qui étaient dans la PPE et qu'il va falloir bien sûr réaffirmer, ça je pense que c'est très important. Et ensuite travailler vraiment, et là on est plutôt plus dans le local que dans le central, travailler au plus près des parties prenantes locales pour s'assurer que les projets soient définis de manière assez collaborative, le plus possible, acceptés, appropriés, et on arrive à faire ces beaux projets en France. Et donc là il faut continuer à travailler. On est assez ambitieux en France sur le renouvelable. Alors, vous pensez, les chiffres, par exemple, 100 gigawatts à 2035 dans le solaire. On a aussi des objectifs assez ambitieux dans l'éolien terrestre qu'il va falloir réaffirmer, parce que l'éolien terrestre, c'est toujours un peu un petit sujet. L'éolien offshore aussi, des objectifs assez ambitieux. Donc, en termes d'objectifs, je pense qu'on est plutôt assez satisfait. Et puis après, ce sont assurer, aligner les services de l'État, s'assurer qu'il y ait... Vous me demandez qu'est-ce que je pouvais à mettre sur ma liste, c'est s'assurer que les services de l'État aient suffisamment de ressources pour traiter les dossiers qui sont parfois en attente et simplement par manque de ressources. Donc voilà, peut-être concrètement une mesure que je peux mettre sur la table. Merci beaucoup Catherine MacGregor d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie, directrice générale d'Engie. Merci.